République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu hier mercredi à la Cité de l'Union africaine avec le ministre togolais des Affaires étrangères. Ce dernier est venu rendre compte au chef de l'État congolais des démarches déjà entreprises par son homologue togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine dans le processus de paix pour résoudre les conflits persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'après le ministre togolais, toutes les étapes de missions effectuées par le médiateur ont été expliquées au président de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Je suis venu ce jour à Kinshasa au nom du président Faure Gnassingbé, désigné par l'Union africaine comme médiateur, rendre une visite au président Félix Tshilombo Tshisekedi et rendre compte des démarches qui sont déjà prises par le président Faure Gnassingbé. Comme vous le saviez, l'Union africaine a désigné le président Faure Gnassingbé pour aider à ce que la paix revienne dans l'Est du Congo. Et le président Faure Gnassingbé a voulu que je puisse faire le compte-rendu d'étapes des missions qu'il a effectuées au président de la République congolaise et plus tard continuer les discussions. Plusieurs ordonnances présidentielles ont été signées hier par le chef de l'État, notamment celle portant investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs de quelques provinces et celle portant nomination de quelques secrétaires généraux. Par la même occasion, un nouveau inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, a été nommé. Il s'agit, je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, de Christophe Bitassimwa, successeur de Jules Alinguete. Les détails avec la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui a lu ces ordonnances hier sur nos antennes. Vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant code de conduite portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, telle que modifiée et complétée à ce jour par l'ordonnance numéro 23/117 du 24 septembre 2020, spécialement ces articles 4, 7 et 9, vu l'ordonnance 019 du 6 mars 1991 portant règlement d'administration relatif à la carrière et aux fonctions d'inspecteur des finances, tel que modifié et complété à ce jour par l'ordonnance numéro 20/137 du 7 juillet 2023, spécialement ces articles 4 et 5, vu l'ordonnance numéro 10/014 du 2 janvier 2010 portant nomination des agents de carrière des services publics de l'État du ministère des Finances, inspection générale des finances, vu l'ordonnance numéro 24/058 du 11 juin 2024 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés considérant la vacance déclarée au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, Messieurs Bitassimwa Bailly Christophe, matricule 450-208. Article 2 est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs
Chibingu Nsenga Emmanuel, matricule 450-247. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 7 mai 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 7 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizokamole, directeur de cabinet. L'actualité, c'est aussi l'ouverture hier mercredi 7 mai du conclave pour élire le nouveau pape. Les cardinaux électeurs se réunissent dans la chapelle Sistine du Vatican afin de désigner le successeur du pape François décédé le 21 avril dernier. La durée de ce conclave reste indéterminée. Nul ne pourra en sortir tant qu'un pape ne sera élu. Les catholiques sont obligés de prendre leur mal en patience, une tradition millénaire qui nous retrace notre confrère Edith Chala. Suivant. Coupés du monde pour éviter tout contact avec l'extérieur, 133 cardinaux venus de toutes les régions du monde sont entrés en conclave ce mercredi 7 mai dans la salle Sixtine, aménagée pour la cause. L'élection du souverain pontife est sans candidat ni campagne électorale. Elle se déroule selon un rituel inchangé depuis des millénaires. La procession des cardinaux vers la chapelle Sixtine a eu lieu cet après-midi et ils ont tous fait le serment de ne rien révéler sur tout ce qui se passera pendant les moments déterminants de l'élection du 267e pape de l'histoire de l'Église catholique. Le successeur du pape François sera connu lorsque la fumée blanche s'échappera de la cheminée au-dessus de la chapelle Sixtine. Abemus Papam, nous avons un pape, sera prononcé. Si le plus long conclave est celui de 1268 à 1271 pour élire le successeur de Clément IV depuis 1903, les conclaves ne dépassent pas 5 jours. Il est donc possible de connaître le prochain pape d'ici dimanche 11 mai. La santé n'a pas de prix, dit-on. La plénière d'hier, mercredi 7 mai, à l'Assemblée nationale, présidée par Vital Kamerhe, a déclaré recevable la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Plusieurs autres questions ont été également abordées par le député. Le point avec notre consoeur Anim Balaka. Réunis en séance plénière ce mercredi 7 mai 2025, les députés nationaux ont déclaré recevables deux propositions de loi majeures. Il s'agit de la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Aussi, de la proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que déjà modifié à ce jour. Portée par les députés Tade Katembo et Alexandre Kambale-Mouassa, la première initiative législative répond à une urgence nationale. Cette loi vient combler ces vides juridiques dans un contexte où les indicateurs sont alarmants. Le texte comprend 11 titres, plusieurs chapitres et 51 articles. Il définit les objectifs stratégiques de la RDC en matière de sécurité alimentaire, propose une architecture institutionnelle allant du sommet de l'État aux entités décentralisées et identifie les sources de financement avec un accent mis sur une meilleure articulation entre les secteurs miniers et agricoles. Honorable Bazizane et beaucoup d'autres membres de la conférence des présidents avaient souhaité que nous convoquions les ministres sectoriels. Nous venons de le faire. Donc demain, nous allons passer en revue toute la problématique des érosions, tous les problèmes des trous dans la ville de Kinshasa et des catastrophes avec le pluie. Les ministres de l'urbanisme et habitat, le DG de l'OVD, d'autres autorités gouvernementales seront avec vous demain ici. La plénière a ensuite donné lieu à une série de questions orales avec débat. Pendant près de 3 heures, les élus ont soulevé des préoccupations liées à leur circonscription.
Érosion, conflits communautaires au Grand Kasaï ou encore la situation préoccupante des 15 000 réfugiés sud-soudanais dans le nord du pays. Plusieurs députés ont dénoncé l'absence des réponses des membres du gouvernement à leur interpellation. En réponse, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reconnu la légitimité des plaintes des élus et annoncé les débuts dès ce jeudi des séances plénières dédiées au contrôle parlementaire. Dans ce journal, revenons encore une fois sur la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, une célébration au cours de laquelle les hommes de médias ont été interpellés à l'authenticité de l'information. Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, l'intelligence artificielle ne doit pas étouffer la vérité. Il a en outre plaidé pour un encadrement législatif face aux dérives numériques. Encore une fois, Anim Balaka. Le Kazumba, c'est mon fief électoral. Aujourd'hui, la situation n'est guère satisfaisante. Lorsque vous arrivez à Kaloaloa vers Kasuku, vous verrez que l'administrateur du territoire d'en face de la province du Kasaï, il traverse pour donner des ordres. Tant que la situation n'est pas bien clarifiée, ça crée des conflits d'insécurité. Les gens ne savent pas cohabiter. Il y a eu mort d'homme, il n'y a pas 4 jours. Et entre Dimbelenge et Kabeyakamwanga, c'est la même situation. La population ne sait pas cohabiter. Tout ça, la cause, c'est quoi? Les conséquences du démembrement. Et aujourd'hui, nous avons rappelé, au travers de notre motion d'information, que le ministre de l'Intérieur convoquait la conférence nationale sur la territoriale. Expliquer un peu aux autorités administratives territoriales comment les limites ont été opérées lors du démembrement. Cela va nous éviter les conflits récurrents que nous sommes en train de vivre chaque jour. C'est pourquoi nous avons, devant la représentation nationale, rappelé que cette mesure soit prise pour nous éviter les pires dans notre avenir. La validation des mandats de 8 sénateurs élus de province du Kwilu et du Nord-Ubangi ainsi que celui du suppléant du sénateur Adolphe Lumanu sont là le sujet à l'ordre du jour au cours de la séance plénière de la Chambre haute du Parlement qui a également traité la question orale avec débat du sénateur Célestin Vunabandi adressé au ministre de Mines et sous la direction du président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde. Les détails avec notre consoeur Janine Kalinga. Sous la conduite du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde Kenge, la plénière de la Chambre des sages de ce mercredi 7 mai s'est abstenue de mettre sur la place publique des informations sensibles du secteur minier concernant une zone sous occupation de l'ennemi et sur laquelle des discussions sont en cours pour des accords relatifs à la gestion de ressources minières en traitant de la question orale avec débat du sénateur Célestin Vunabandi adressé au ministre des Mines relative à la problématique du gel des gisements et à la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers. La deuxième question orale avec débat programmée ce jour, celle du sénateur Pungé, a été renvoyée pour être examinée ultérieurement. Il faut souligner que les débats qui devaient porter sur la question orale avec débat de l'honorable Vunabandi n'ont pas eu lieu à la suite de la motion incidente de l'honorable Bokecho qui a estimé que les réponses du ministre des Mines pourraient mettre sur la place publique des informations sensibles concernant une zone sous occupation de l'ennemi et sur laquelle des discussions sont en cours pour des accords relatifs à la gestion des ressources minières. Le ministre des Mines invité dans la salle un peu plus tôt a été autorisé à prendre congé de la plénière. Avant tout, la plénière s'est penchée sur la validation des mandats des 8 sénateurs élus de province du Kwilu et du Nord-Ubangi ainsi que celui du suppléant de l'honorable sénateur Adolphe Lumanu Mulendabwana Sefu. Ainsi, pour la province du Kwilu, les mandats des 4 élus sénateurs, dont une femme, ont été validés. Pour la province du Nord-Ubangi, les mandats d'une sénatrice et des 3 sénateurs ont été également validés. De son côté, le premier suppléant de l'honorable Adolphe Lumanu Mulendabwana Sefu a aussi vu son mandat être validé. Ils ont pris chacun leur place au sein de l'hémicycle et ont valablement siégé officiellement pour la première fois de cette mandature. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre les noms des 8 sénateurs élus et d'un premier suppléant. Conformément à l'article 11 alinéa 2.2
du règlement intérieur, l'Assemblée plénière va valider leur pouvoir. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ainsi, les pouvoirs de ces sénateurs élus et un premier suppléant sont validés. En conséquence, je les proclame sénateurs conformément à l'article 229 de la loi électorale, tout en leur souhaitant plein succès dans leur mandat. En effet, le rapport de la commission PAJ relatif à l'examen du dossier individuel de chaque sénateur concerné ayant été adopté, il a été constaté que rien n'empêche la validation de leur mandat. Ainsi, leurs pouvoirs ont été validés à l'unanimité par la plénière. Entre-temps, la République démocratique du Congo, pays solution à la crise énergétique mondiale, fait entendre sa voix à la 18e édition du Forum sur le chaîne d'approvisionnement responsable en minerais qui se tient à Paris. Prenant la parole, le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a fustigé l'attitude de certaines entreprises minières basées sur les territoires sous occupation avant de saluer les efforts du président de la République à rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. À la 18e édition du Forum OCDE sur les chaînes d'approvisionnement responsables des minéraux qui se tient à Paris, en France, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, porte haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Devant les ministres africains des Mines, il a réaffirmé l'engagement de 100 pays sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduit en actes par le gouvernement souminois, à jouer pleinement son rôle de pays solution dans la transition énergétique mondiale. Je voudrais ici réaffirmer la détermination de la République démocratique du Congo à jouer son rôle comme pays solution dans les processus de la transition énergétique sur lesquels la planète entière s'est résolument lancée. C'est dans ce contexte que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a amélioré la gouvernance du secteur minier en promouvant une exploitation des ressources minérales au travers des partenariats stratégiques gagnant-gagnant. C'est ici pour moi l'opportunité de fustiger une exploitation non conventionnelle de dites ressources par certaines entreprises, à l'instar des Traxys. Godard Motemona a également salué l'adhésion de la République démocratique du Congo aux initiatives internationales pour une exploitation responsable malgré les défis sécuritaires, en particulier dans l'est du pays. Il a conclu en réitérant le souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir les efforts de paix aboutir à des résultats concrets et à une paix durable. Vous avez là suivi le timbre vocal de notre consoeur Sandra Nyangui. Revenons au Sénat pour parler de cet important amorcement de l'opération de nettoyage de l'effectif administratif, avec pour objectif de remettre de l'ordre dans la gestion du personnel et optimiser l'utilisation des ressources humaines et financières. C'était lors d'une réunion dirigée par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde. C'est une vaste opération de contrôle administratif et physique du personnel lancée au Sénat à l'initiative du questeur du Sénat. Mettre de l'ordre dans la gestion de la Chambre haute et optimiser l'utilisation de ressources, c'est l'objectif poursuivi. Avec près de 700 agents recensés à ces jours, le Sénat croule sous un personnel pléthorique. Le sénateur Topa Mukengisha Kabongo entend désormais savoir qui fait quoi. C'est mercredi 7 mai 2025. Le questeur a réuni le membre désigné pour leur délivrer des orientations strictes. L'honorable questeur a rappelé que la commission devait répondre à 3 questions. Qui est qui fait quoi et comment il le fait. C'est ainsi que, à l'issue des travaux, on devra avoir les résultats suivants. Le premier résultat, c'est connaître les effectifs du personnel du Sénat, savoir dans quelles conditions ces personnels travaillent pour faire des propositions d'amélioration des conditions de travail. Ces diagnostics permettra notamment d'identifier les agents fictifs et d'assainir la masse salariale.
Dans l'attente de conclusion de cette évaluation, tout mouvement du personnel est suspendu, y compris les avancements en grade. C'est le directeur de cabinet du président du Sénat qui pilotera cette commission inédite depuis l'installation de la Chambre haute du Parlement, composée de membres de cabinet, du personnel administratif ainsi que du secrétaire général du Sénat. La commission dispose d'un mois pour émettre son rapport. Au chapitre de la sécurité, notons aussi que la 22e région militaire, à travers son commandant, le général de brigade Edi Kapend, a sensibilisé les députés provinciaux et les femmes sur la guerre dont l'Est est victime. C'était en présence du président de l'organe délibérant, Michel Kabwe. Placé sous le haut patronage de l'honorable Kabwe Mwamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, la conférence d'éveil patriotique et de sensibilisation de la femme congolaise face à la guerre dans l'Est de la RDC, organisée par la 22e région militaire sous la direction du général des brigades, Edi Kapend Irung, s'est tenue ce mercredi 7 mai 2025, en présence des honorables députés, du vice-gouverneur, des ministres provinciaux, ainsi que de nombreuses femmes ici des différents secteurs. La femme formée ou sensibilisée à la capacité à son tour de sensibiliser sa famille, sa société et pourquoi pas sa nation tout entière sur l'amour de la patrie et sur les conséquences de la guerre dont elle est la première victime. Ponctuée des témoignages poignants des victimes des conflits armés, la conférence a suscité une forte émotion. Elle s'inscrit comme un moment fort dans le processus de renforcement de l'esprit patriotique au sein de la population, en particulier chez les femmes. Le conférencier principal, le général des brigades, Edi Kapend Irung, a axé son intervention sur la contribution de la femme congolaise dans la lutte contre l'insécurité. Il a exhorté les participantes à signaler toute menace contre la République et a insisté sur l'importance de préserver la paix dans la région du Grand Katanga. Ça va nous permettre, nous, militaires, d'avoir la force nécessaire de vous mettre derrière nous et nous d'avancer jusqu'à la mort de chacun d'entre nous. Cette conférence s'est clôturée par la remise d'un prix honorifique au général Edi Kapend Irung, marquant ainsi la fin d'un événement symbolique et mobilisateur. Où en sommes-nous avec les différents travaux d'infrastructures routières, la construction de certains ouvrages, des aéroports et de bâtiments administratifs lancés il y a peu dans l'espace Kasaï en mission officielle à Kinshasa? Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, et celui du Kasaï, Crispin Mukendi, ont échangé avec la première ministre Judith Suminwa à ce sujet. Reportage Chimène. Le développement de l'espace Kasaï au cœur des échanges entre la chef du gouvernement, Judith Suminwa et les gouverneurs du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, et celui du Kasaï, Crispin Mukendi. Le patron de des provinces sollicite l'accompagnement du gouvernement central pour l'exécution de travaux de construction de routes, notamment la route Kananga-Kalambambouji, celle du barrage hydroélectrique de Katende, du barrage hydroélectrique de Mbombo, ainsi que l'aéroport de Kananga. Oui, il s'agissait de faire un tour d'horizon sur la situation qui prévaut dans nos deux provinces, Kasaï central et Kasaï. Plus particulièrement sur l'état d'avancement de travaux qui sont généralement aujourd'hui à l'arrêt. Demander l'accompagnement du gouvernement central pour que les travaux déjà programmés continuent et que nous ayons dans les délais impartis les ouvrages que nous attendons de tous ces travaux-là. Non, le gouvernement central est totalement engagé pour que tous ces travaux-là soient exécutés dans les délais. La première ministre Judith Suminwa réaffirme ainsi les engagements repris dans le programme d'action de son gouvernement, à savoir investir dans les infrastructures et prévenir le problème d'accès aux services sociaux. Et dans la même optique, Moïse Kamboulou, gouverneur du Kasaï central, a été reçu hier, mercredi 7 mai, à l'Agence congolaise de grands travaux par son directeur général Nico Nzaounzao pour une séance de travail axée sur l'évaluation de projets développés dans cette partie du pays. Il s'agit notamment de la route Kananga-Kalambambouji et du stade de Kananga. Eric Kabamba pour le détail.
L'état d'avancement de travaux de la route Kananga-Kalambambouji de la province du Kasaï central. La mise en œuvre imminente du projet de dotation de la ville de Kananga, son chef-lieu d'un stade moderne, ont été au centre de cette séance de travail entre la CGT, SISCS et le gouverneur de la province Moïse Kamboulou ce mercredi 7 mai 2025 au siège de la CGT à Kinshasa. On en retient que les travaux du stade seront lancés incessamment et les travaux de praticabilité des 230 km de la route Kananga-Kalambambouji ont atteint les points kilométriques 120 et se poursuivent en direction de la rivière Kasaï à frontière avec l'Angola. Le gouverneur fait ici les résumés. Il s'est agi de faire un tour d'horizon sur l'état d'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Et je crois que nous avons eu à nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. J'ai demandé que les travaux de construction et de modernisation commencent maintenant avec la construction des caniveaux, pas seulement les assainissements. Parmi les contraintes rencontrées, l'acheminement pénible des engins au départ de Kinshasa avec un tronçon difficile à partir de Kamwesha. Par endroits, les engins passent à Gay dans les rivières avec tous les risques d'avarie à la suite de la vétusté et de la petitesse des ponts. Au chapitre des acquis du projet pour les travaux définitifs, l'installation de 3 unités importantes, celle des calçages d'une capacité de 350 tonnes de matériaux par heure, celle de malaxage de béton et celle des productions désenrobées qui en est en cours. Les réformes mises en œuvre au sein de l'administration publique, notamment la nouvelle politique salariale, vont bénéficier désormais de l'accompagnement et du soutien du Fonds monétaire international. La délégation du FMI a échangé à ce sujet avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Cédric Kenena pour le reportage. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a conféré le mardi 6 mai 2025 avec la délégation du Fonds monétaire international. Évaluation faite, les avancées et progrès réalisés dans le cadre de la réforme de l'administration publique ont été salués par la délégation du FMI qui a réaffirmé son soutien aux initiatives en cours, notamment au processus de la mise en place de la nouvelle politique salariale voulue juste et équitable, dont les travaux de l'élaboration ont été lancés le 24 avril dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons fait le point avec le VPM sur les réformes, y compris la nouvelle politique salariale qui est envisagée, et donc qui nous a décliné les grandes lignes de cette politique qui est envisagée. Donc nous encourageons le gouvernement à continuer ses efforts dans le domaine des réformes de la fonction publique pour qu'à terme on voit des impacts assez importants sur la trajectoire de la masse salariale qui a un impact sur les finances publiques pour dégager aussi des ressources importantes pour la mise en œuvre des priorités du gouvernement en termes d'infrastructures et autres actions importantes. Nous sommes prêts toujours à collaborer, y compris avec nos experts, pour soutenir les différentes réformes dans ce secteur. La collaboration entre le gouvernement et le FMI marque un tournant dans l'engagement de la RDC à renforcer ses institutions et promouvoir une administration publique plus moderne, inclusive et performante au service des citoyens et du développement national. Les anciens agents et cadres de la GECAMIN ont vu partir en fumée toutes leurs cotisations sociales qui n'arrivaient jamais à la CNSS. Touchés par le calvaire de ce personnel de la GECAMIN à Likasi, les notables Jean-Rémy Kanyama Moubiaï et les députés nationaux Eliezer Tamboué sont allés plaider cette cause auprès du ministre du portefeuille. Soucieux du calvaire que connaît le personnel de la GECAMIN à Likasi, les notables du coin Jean-Rémy Kanyama Moubiaï a été reçu ce mardi par le ministre d'État du portefeuille Jean-Lycée Boussa. En sa qualité de président fédéral du parti politique, Jean-Rémy Kanyama a été conduit auprès du ministre par l'honorable Eliezer Ntamboué, président de cette formation politique. Ces défenseurs des droits des opprimés a plaidé pour les cas des anciens agents de la GECAMIN dont les cotisations de leur salaire ne sont pas retracées au niveau de la CNSS. J'ai vu que son Excellence est déterminé et il était déjà au courant. Et il faut dire qu'il n'y a pas que la GECAMIN, il y a d'autres entreprises. Et je suis satisfait. Le ministre Boussa lui a promis de son implication avec assurance que le gouvernement s'y attelle déjà
pour résoudre ces problèmes. Il nous a rassuré que la solution était déjà en voie d'être trouvée. Il y avait déjà un montant qu'il fallait pour essayer de lancer la machine au niveau de la CNSS. Donc, cet argent devra être déposé au niveau de la CNSS et après on devra y aller étape par étape, mais au moins c'était une solution déjà en vue. Ainsi dit, le défenseur des droits des faibles est réparti, satisfait et rassuré pour l'implication du gouvernement de donner des solutions idoines à ces cas sociaux des anciens agents et cadres de la GECAMIN. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, mesdames et messieurs, voici le rappel de titre. Jules Alingué était mis à la retraite. Christophe Bitassi Mouabaï succède à la tête de l'inspection générale de finances. C'est la quintessence de l'ordonnance présidentielle lue hier sur nos antennes. Vous avez suivi tout à l'heure dans ce journal la porte-parole du chef de l'État à ce sujet. La patience devra durer une éternité en impression pour les catholiques qui attendent l'Abemus Papam depuis le Vatican. Hier, le conclave pour le nouveau pape s'est ouvert. 133 cardinaux en majorité créés par le pape François y participent. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal coordonné par Patrick Tondangou. À la réalisation du 12h, merci à Discover Mpongo. La partie technique était assurée par Joël Mpianga, Jenny Mawassa et Eric Émile Zola. Et nous disons également merci pour la rédaction qui a été assurée par Eric Kabamba. L'actualité continue sur la nationale, 13h30, une présentation de Gaëtan Magalano. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la nationale. Au revoir.